Marie-Bernadette Dupuis, L'orpheline de Manhattan, tome 3, Les larmes de l'Hudson. New York. Si loin de toi tu me manques, New York. Toi, l'immense cité aux milliers et milliers de lumières dès la nuit tombée. New York, qui m'a fascinée, enchantée, grisée dès notre première rencontre. Un peu de mon âme est restée là-bas, dans tes avenues, tes rues, et chaque fois je te quitte avec l'envie de revenir très vite. New York, où sont nés certains de mes rêves dans les allées de Central Park, ce vaste et séduisant domaine d'eau et de verdure que tu abrites au sein de ton univers de pierre, de briques et de fer. Des images inoubliables se sont inscrites dans ma mémoire éblouie, comme celle de la gigantesque statue de la liberté éclairant le monde, de l'Empire State Building, du pont de Brooklyn, du Madison Square Garden. La liste serait longue et je voudrais aussi évoquer les noms qui chantent dans mon cœur. Manhattan, Broadway, Harlem, Times Square. Mes plus beaux souvenirs de voyage, je te les dois. New York, je t'aime. Chapitre 1. Disparition. New York, Lower East Side, jeudi 3 août 1905. L'enfant, recroquevillé sur lui-même, claquait des dents malgré la chaleur étouffante qui régnait dans le cagibi où on l'avait enfermé. Il tremblait de tout son petit corps, en proie à une peur immense. Jamais il n'avait été livré à l'obscurité, à la solitude. De mauvaises odeurs l'écœuraient, tandis que des grattements, derrière une cloison, achevaient de le terrifier. Il imaginait l'approche d'une bête monstrueuse capable de le dévorer. Il aurait voulu crier, mais plus aucun son ne pouvait sortir de sa bouche. Il n'arrivait même pas à pleurer. « Vas-tu arrêter de brailler et de geindre ? Si tu continues, je t'éclate ta tête !» avait menacé l'homme avec une grimace hideuse. Sa voix rauque, à l'accent étranger, résonnait encore en lui. C'était la veille au soir. Depuis, il était prisonnier du réduit dans lequel il avait fini par s'endormir sur la terre battue d'où s'élevait un relent d'urine, car il s'était mouillé pendant la nuit. « Je suis puni, puni, puni !» se répétait-il en silence. « Maman, viens ! Oh maman !» Son univers familier lui semblait déjà lointain, comme noyé dans une brume de chagrin. Chacune des heures qui s'étaient écoulées depuis sa fuite avait eu son poids d'anxiété, de pure panique, d'incompréhension et d'incrédulité. Et s'il osait gémir ou sangloter, l'homme lui éclaterait la tête. Antonin Johnson n'en doutait pas une seconde. De grosses larmes coulèrent sur ses joues. D'une intelligence précoce, l'enfant comprenait soudain combien il était heureux avant. Des images lumineuses le traversèrent, sa chambre peinte en jaune, les frises en haut des murs qui représentaient des animaux charmants. Il revit surtout les lapins aux yeux gentils, aux formes rondes. Puis il pensa à ses jouets, surtout le cheval à bascule doté d'une crinière en laine blanche. Une plainte étouffée lui échappa à cause d'un doux sourire surgissant dans l'ombre sur un visage adoré, au regard plus bleu que le ciel d'été. « Maman, maman, viens me chercher !» implora-t-il de toute sa jeune âme épouvantée. Il redouta d'avoir réussi à articuler les mots et le souffle coupé, il tendit l'oreille. Non, personne n'approchait, mais il sursauta quand des pattes griffues effleurèrent ses mollets nus. Un bref couinement l'alerta. Il bondit sur ses pieds et gesticula, toujours sans pousser un cri. C'était sûrement un rat, parce que son grand-père lui avait expliqué que ces bestioles proliféraient dans les endroits sales, dans les maisons en ruine et dans les caves. Antonin se remémora le long trajet qu'il avait fait sur la banquette arrière d'une automobile, tout confiant. On lui disait qu'il allait rentrer à la maison, qu'il allait retrouver sa mère. Pourtant, plus la voiture roulait, moins il reconnaissait les environs du Dakota Building. Des immeubles en briques rouges se dressaient,
flanqués d'escaliers de secours en ferraille, du linge pendait aux fenêtres, et il n'apercevait aucun arbre à l'horizon qui aurait annoncé les frondaisons vertes de Central Park. Ensuite, les deux hommes l'avaient emmené dans un lieu affreux, un sous-sol. Il s'était débattu, pris au piège, affolé. On l'avait fait taire d'une gifle, la première qu'il recevait. Antonin se rappela que c'était mardi soir. Le soleil baissait, il avait faim et soif. Une femme s'était occupée de lui. Il avait pu manger de la soupe et boire de l'eau. La femme aussi l'effrayait, la bouche trop rouge, les paupières fardées de noir. Elle l'avait couché sur un matelas dont le tissu sentait la poussière. « Qu'est-ce que vous comptez faire de ce mignon petit gars ?» avait-elle demandé aux hommes en riant. « Il est de la haute. Fringué comme ça, et bien propre. On en tirerait un sacré paquet de dollars. J'ai un amateur de chair fraîche en vue, Courtenay. T'auras ta part si t'en prends soin. On revient plus tard. » Toutes ces paroles ne signifiaient rien de précis pour l'enfant. Mais son caractère énergique, l'habitude qu'il avait d'agir selon sa volonté, l'avait poussé à se rebeller. Il s'était levé et il avait tenté d'ouvrir la porte de la cave plusieurs fois. Il avait hurlé « maman » en pleurant de toutes ses forces. Au retour, un des hommes l'avait encore giflé et jeté au fond du cagibi. Il ne savait plus depuis combien de temps. Antonin se répéta qu'il était puni. Ses jambes cédèrent sous lui et il dut s'asseoir de nouveau, le front appuyé contre les planches de sa prison. Il se sentait perdu, complètement perdu. « Maman, » chuchota-t-il. « Viens, maman. » Deux jours plus tard, Dakota Building, mardi 1er août 1905. Il était 11h du matin. Il régnait un calme agréable sur le toit du Dakota Building. Un couple de résidents disputait une partie de cricket sur le terrain dévolu à ce divertissement. Une élégante vieille dame lisait sur des bancs du jardin. Le soleil, voilé par un cortège de nuages d'un blanc crémeux, n'allait pas tarder à réapparaître. Un serveur du restaurant déplia un parasol en prévision, car les habitués de l'établissement viendraient bientôt déjeuner sur la terrasse où il soufflait toujours un peu de vent frais. Il vérifiait le pli des nappes quand il vit surgir devant lui une jeune femme en robe de chambre. Elle avait les joues en feu, un regard très bleu, mais affolé. Sa longue chevelure brune était attachée sur la nuque, mais une mèche soyeuse masquait en partie son visage. « Je vous en prie, avez-vous vu un petit garçon ?» demanda-t-elle, essoufflée. Sidéré, le serveur qui venait d'être engagé fit non de la tête. Il hésitait à la congédier lorsqu'un de ses collègues plus âgés accourut. « Madame Johnson !» s'écria-t-il. « Que se passe-t-il ?» Malgré son allure négligée, l'homme avait tout de suite identifié la ravissante Elizabeth Johnson, considérée comme la fille adoptive des Woolworths. « Je cherche mon fils Antonin. L'avez-vous aperçu? Vous le connaissez, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. » Dès le début de la belle saison, Édouard invitait souvent son épouse, Elisabeth et Antonin, à dîner ici, d'où la vue était splendide, surtout le soir. « Il a disparu, » précisa-t-elle. « Je sais qu'il demande souvent à venir ici, dans le jardin. Notre gouvernante l'y accompagne de temps en temps. »« Un enfant n'aurait pas pu prendre seul l'ascenseur ?» rétorqua le serveur. « Avez-vous interrogé le liftier ?»« Oui, il ne l'a pas vu, » répondit Elisabeth, tout en observant le terrain de cricket, les arbustes en pot qui ornaient la terrasse du restaurant. « Mais mon fils a pu emprunter l'escalier ?» Elle avait l'impression de devenir folle. Édouard lui avait dit de ne pas monter sur le toit de l'immeuble pour les mêmes raisons que venait de lui exposer l'employé du restaurant. Elle crut entendre sa voix grave. « Mais enfin, Lisbeth, tu perdrais du temps à grimper là-haut. Antonin doit se cacher dans l'appartement. »« Non, Daddy, nous avons fouillé chaque pièce, chaque placard, chaque armoire, » avait-elle protesté, saisie d'une peur viscérale. Un vertige la fit tituber. Elle était d'une pâleur mortelle. On lui apporta un verre d'eau fraîche qu'elle but d'un trait. « Nous allons vous aider, madame, » affirma le serveur. « Mais je vous assure que nous aurions remarqué un petit garçon seul, surtout à cette heure-ci où il n'y a presque personne. » La vieille dame élégante s'était rapprochée, les joueurs de cricket également.
Une jeune serveuse lançait des coups d'œil navrés vers la malheureuse mère, dont les joues étaient brillantes de larmes. Aucun des témoins n'osait évoquer une chute de l'enfant par une fenêtre. « Je sais à quoi vous pensez », décréta soudain Elisabeth. « Non, Antonin n'est pas tombé d'une fenêtre. Notre gouvernante s'en est assurée immédiatement. C'est terrible, il a vraiment disparu, en quelques instants. » Un sanglot la fit taire. Pleins de bonne volonté, les témoins de sa détresse se mirent à explorer l'espace du toit réservé à l'agrément des résidents du Dakota Building. Elisabeth, la gorge nouée, dut se résigner, son petit garçon n'était pas là. Elle remercia à voix basse et prit la fuite. Pendant son absence, Edward Woolworth avait organisé les recherches, secondé par son épouse Mabel et par Norma, leur gouvernante. Des voisins compatissants se mettaient eux aussi en quête de l'enfant disparu. Toutes les hypothèses étaient à envisager. Antonin avait pu se faufiler dans un appartement de n'importe quel étage en passant par les escaliers qui suppléaient aux 4 ascenseurs. L'immeuble était bien surveillé, certains ne fermaient pas leurs portes à clé la journée. « Il a pu trouver ça amusant », expliquait Mabel aux personnes qu'il dérangeait en cette fin de matinée. Elisabeth, de retour chez les Woolworth, éprouvait dans chaque fibre de son corps un pressentiment effrayant. Le destin s'acharnait sur elle, le bonheur lui était interdit. « J'ai retrouvé mon père et mon fils m'est enlevé », songeait-elle. Adossée au mur du vestibule, ses beaux yeux bleus fermés, elle évoqua un cauchemar qui l'avait bouleversée 3 jours auparavant. C'était encore un de ces mauvais rêves où elle voyait des images inquiétantes, fort brèves, mais très réalistes. Je courais dans les rues, je sanglotais, ivre de chagrin, et mon cœur me faisait mal, tellement mal. Norma entra à son tour dans le luxueux appartement. Elle avait le teint cramoisi et le souffle court. « Lisbeth !» haleta-t-elle. « J'ai pu visiter 2 logements, dont celui de Scarlett Turner, qu'un danseur étoile de la troupe du Metropolitan Opera a loué. Je suis désolée, il n'y a pas de trace d'Antonin. Je suis même descendue interroger le portier, il m'a affirmé que votre fils n'est pas sorti par le porche. » « Seigneur, comment ai-je pu oublier Scarlett Turner ?» gémit Elisabeth. « Et si elle se vengeait de moi en me prenant ce que j'ai de plus cher au monde, mon enfant adoré ?» « Je vous en prie, Lisbeth, ne vous mettez pas des idées pareilles en tête, » protesta gentiment Norma. Elles avaient noué de solides relations d'amitié, au bout de 5 ans, et bien souvent, si elles étaient seules, leur conversation avait un ton familier, intime. « Vos parents continuent à chercher, » reprit la gouvernante. « Mais l'immeuble est tellement vaste, il y a tant de cachettes possibles. Un de mes frères faisait enrager ma mère, il se terrait dans un endroit inimaginable et ne répondait pas quand on l'appelait. Mais ça ne ressemble pas à Antonin de se cacher ainsi, du moins il ne l'avait encore jamais fait. Il a pu descendre dans les cuisines ou à la blanchisserie. J'y vais, Norma. »« Je vous accompagne, Elisabeth. Nous serons plus efficaces à 2. Il faudra avertir votre père, il pourrait avoir besoin d'aide, et il ne comprendra pas pourquoi il est seul. » Guillaume Duquesne avait passé une semaine à l'hôpital français avant d'être transporté chez les Woolworth. On lui avait attribué une des chambres d'amis dont les fenêtres ouvraient sur Central Park. Une infirmière venait s'occuper du malade tous les après-midi. Elisabeth, soulagée de pouvoir veiller sur lui, se dévouait corps et âme à son rétablissement. « Si je dis à papa qu'Antonin a disparu, il va s'inquiéter. Ses nerfs sont encore très fragiles. Le docteur a été formel, il a besoin de calme. La moindre émotion peut le perturber gravement. Ne perdons pas de temps. Papa doit dormir, il dort toujours après avoir bu du lait et pris ses gouttes. » Norma approuva d'un signe de tête. Elle vérifia la propreté de son tablier blanc et l'ajustement de l'étroite coiffe en lin qu'elle portait sur ses cheveux blonds. « Alors allons-y, Lisbeth. » Guillaume Duquesne cligna des paupières. Il avait somnolé, ce qui lui arrivait à plusieurs reprises dans une même journée. Quand il se réveillait, ses idées demeuraient confuses pendant quelques minutes. D'abord, il se demandait où il se trouvait, car l'ordre et le confort de sa chambre lui semblaient irréels. Tout l'avait désemparé dès qu'Elisabeth l'avait installé là. Le lit au matelas souple, la literie douillette, le parfum de lavande des draps doux comme de la soie. Cependant, il ne se lassait pas de contempler sa fille, en qui il voyait l'image de la ravissante enfant de jadis.
Tu n'as pas changé, déclara-t-il un matin. J'ai quand même grandi, papa. Oui, bien sûr. Tant d'années gâchées. Après avoir fait cet amer constat, Guillaume avait poussé une plainte, puis il s'était mis à pleurer, en proie à un intolérable chagrin. Je me sentais mieux sans mémoire, disait-il entre ses sanglots. Mon Dieu, je voudrais ne plus me souvenir. Lisbeth, ta maman, ta chère maman Makati, morte, sur le bateau. Les mots prononcés par Saccade exprimaient la douleur qui le ravageait. Pleine de compassion, Élisabeth avait essayé de le calmer, mais une crise nerveuse s'était ensuivie, très éprouvante pour la jeune femme. Un peu plus tard, l'infirmière mise au courant s'était hasardée à une explication. Votre père mettra longtemps à retrouver son équilibre mental, Madame Johnson. Sa mémoire lui a été rendue, mais de toute évidence, les événements d'il y a 20 ans sont comme tout récents pour lui. Et il est incapable de me dire comment il a vécu durant ces dernières années, hélas. Parlez-lui doucement quand il vous paraît vraiment lucide et reposé. Il doit établir un lien entre le passé et le présent. Vous pouvez me faire confiance, madame. J'ai travaillé plusieurs mois dans un asile. Papa n'est pas fou, avait protesté Élisabeth sans parvenir à cacher son angoisse. Je n'ai pas dit ça. En dépit de cette assertion, Guillaume semblait parfois très incohérent. Il se réveillait en criant, en se débattant contre un ennemi invisible, puis lorsqu'il reprenait conscience, il cédait à un profond abattement. La seule solution consistait à lui donner des sédatifs. Ce matin-là, il fut étonné par le silence de l'appartement. D'ordinaire, des voix se faisaient entendre, des voix de femmes, le babil d'un enfant aussi, et le timbre plus grave d'un homme. Il perçut de façon nette qu'il était seul. Ses mains décharnées montèrent, comme mues par leur volonté propre, jusqu'à son visage, qu'elles étudièrent à tâtons. Ses doigts effleurèrent le front et le crâne hérissé d'une courte toison grise. « J'avais un bandage hier soir ?» se dit-il tout bas. « Qui me l'a ôté ?» L'ancien compagnon charpentier avait déjà oublié le geste qu'il avait eu 2 heures auparavant d'arracher le pansement. Élisabeth et Norma, dans leur quête effrayée, découvraient les coulisses du somptueux immeuble qu'était le Dakota Building. Tout avait été pensé avant même sa construction pour le confort des résidents. Des cuisines fonctionnaient qui proposaient des repas de qualité, ainsi qu'une blanchisserie où s'affairaient des dizaines d'employés. La rumeur se répandit rapidement. On devait chercher un enfant de 5 ans, les cheveux noirs, vêtu d'un pantalon gris et d'une marinière bleu foncé. Le moindre recoin fut exploré, des caisses déplacées, des placards ouverts, sans aucun résultat. « Je vous remercie de vous donner tant de mal », répétait Élisabeth d'une voix faible. Mais au regret général, Antonin demeurait introuvable. Norma et elle échouèrent dans la grande cour, de plus en plus anxieuses. Edward Woolworth, quant à lui, venait de fouiller son automobile, garé dans le local qui servait jadis d'écurie à son cheval et où il remisait sa calèche. « J'espérais, à chaque seconde, voir surgir le minois de notre Antonin, » dit-il d'un ton amer. « Il m'aurait dit qu'il nous avait joué un bon tour. Il a tant d'imagination. »« Daddy, il faut continuer à le chercher. Il se cache quelque part. Tu as raison. » Les nerfs à vif, Woolworth perdit patience. « Lisbeth, comment ton fils a-t-il échappé à notre surveillance, à la tienne surtout? Je t'ai déjà mise en garde. Antonin devient turbulent, très insolent pour son âge. Que faisais-tu? Tu m'as avoué t'être enfermée dans ta chambre. » « Oui, j'écrivais à Justin. Je lui avais promis dans ma dernière lettre de donner régulièrement des nouvelles de papa. » Le mot « papa » qu'elle prononçait à la française agaçait cet homme qui lui avait servi de père. Il se sentait dépossédé, un peu trahi par l'ironie du destin. « Il n'y avait pas urgence, » trancha-t-il. « Tu estimes normal que Mabel et Norma se chargent de ton enfant? Laisse-moi te dire que tu lui accordes peu de temps entre ta correspondance et les heures que tu consacres à ton malade. »« Tu es injuste, Daddy, » lui reprocha-t-elle au bord des larmes. « Où est mamie ?»« Là-bas, sous le porche.
rétorqua-t-il d'un ton exaspéré. Elle a eu l'idée d'interroger à nouveau le portier. « Je lui ai parlé, monsieur, » intervint Norma. « Il n'a pas vu sortir de petit garçon. Cela dit, il ne connaît pas Antonin, il est engagé depuis peu. » « Peut-être distrait aussi, » tonna Edward. « Certains portiers traînent devant l'entrée à regarder les jolies filles passer. »« Daddy, tu insinues qu'Antonin aurait pu partir dans la rue ?» lui dit Elisabeth, livide. « Il faut appeler la police. Nous avons trop attendu. » « C'est exactement ce que je comptais faire, » admit-il en hochant la tête. Mabel courait vers eux, en robe d'été, ses cheveux défaits au vent. Elle avait un masque de tragédie. « Mon Dieu, je pense qu'Antonin est sorti !» cria-t-elle. « Pourquoi ?» demanda son mari. « Explique-nous vite. » Il étreignit la main de son épouse. Mabel Woolworth, les joues roses d'émotion, reprit son souffle. C'était une jolie femme de presque 50 ans, au corps potelé, mais gracieux. En fait, le portier se rappelle avoir salué la nurse des Griffiths, qui emmenait des enfants au parc comme chaque matin. Ces gens ont 3 fils de 4 à 8 ans. Il a cru se rappeler qu'il y avait un autre garçon. Elisabeth ferma les yeux, en partie soulagée. Son fils devait être à Central Park. La colère la submergea alors, en tempête. « Si Antonin les a suivis, » dit-elle, « la nurse aurait dû nous le ramener immédiatement. Est-elle stupide ?» Notre chéri a pu lui raconter qu'il avait le droit d'y aller seul ou que nous ne tarderions pas à le rejoindre, supposa Mabel. Mamie, il n'a que 5 ans. Quelle mère lui donnerait ce genre de permission? Il n'y a pas un moment à perdre. Norma, pars tout de suite à Central Park. Je dois m'habiller, je ne serai pas longue. Daddy, tu devrais prendre la voiture et suivre la voie carrossable. D'accord, Lisbeth, répondit-il gravement. Mabel, monte avec notre fille, tu n'es pas habillée toi non plus. Oui, bien sûr. De retour dans le luxueux appartement, Elisabeth fut saisie d'une intuition. Elle entra dans la chambre d'amis où était installé son père. C'est la seule pièce où nous n'avons pas cherché, s'effara-t-elle. Antonin avait l'interdiction formelle d'y entrer, mais je me méfiais, je fermais à clé par prudence. Elle s'en voulut d'avoir agi ainsi sur les conseils de Mabel. Selon sa mère, l'aspect de Guillaume pouvait impressionner un petit enfant. De plus, il y avait ces crises d'agitation frénétique qui survenaient brusquement. La jeune femme avait préféré attendre encore quelques jours pour les présentations, même si elle avait confié à son père être la maman d'un adorable Antonin, né de sa brève union avec Richard Johnson. « Papa, je viens voir si tu n'as besoin de rien, » dit-elle d'une voix douce, car Guillaume avait les yeux ouverts. Avant d'approcher du grand lit haut sur pied, elle examina les angles de la pièce, écarta les doubles rideaux de la fenêtre et jeta un coup d'œil sous le meuble, même sous le lit. « As-tu perdu quelque chose ?» demanda-t-il. « Oh, un mouchoir quand je suis venue te dire bonjour, c'est sans importance. Je dois m'absenter, mais l'infirmière viendra plus tôt. Je vais lui téléphoner. Je suis désolée, papa. » Guillaume approuva d'un battement de paupières. Il lui adressa un sourire contraint. « Je te cause du souci, ma princesse. » soupira-t-il. « Dis-moi, Jean m'abandonne depuis que je suis ici. » « Non, il viendra demain, sûrement. »« Entendu. Je serai content de le voir. »« Il faut te reposer, mon petit papa. »« Je ne fais que ça, et puis je sommeille. Je voudrais ne pas dormir car j'ai des cauchemars. »« J'en suis navrée. J'en parlerai au médecin. » Elisabeth n'osait pas montrer trop de précipitation, pourtant elle avait hâte de s'habiller. Son cœur cognait si fort qu'elle en ressentait les battements dans tout son corps. « Je voudrais être à Central Park, chercher moi aussi Antonin, et surtout le serrer dans mes bras, le couvrir de baisers, songeait-elle. Mon bébé, mon trésor. Ne te retarde pas, Lisbeth, marmonna Guillaume. Château de Guerville, même jour. Justin galopait en large cercle sur la belle jument blanche qu'il avait offerte à Roger, son palefrenier. Il exerçait les chevaux sous le couvert du manège qu'il avait fait construire. Une pluie d'été, soudaine et tiède, tambourinait sur les tuiles de la toiture. « Si belle est une merveille !»
cria-t-il au jeune homme, debout au milieu de la piste tapissée de sciure et de sable. « Mon ami, à toi de la monter. » Roger paraissait hésiter. Il veillait sur Cybèle avec affection et grand soin, mais il n'arrivait pas à croire qu'elle était bien à lui. « Je suis pas aussi bon cavalier que vous, monsieur Justin, » dit-il. « Si je lui donnais de mauvaises habitudes, hein ?»« Aie confiance, » répliqua le châtelain en descendant de sa monture. « Tu peux te contenter de la faire marcher au pas, elle a suffisamment travaillé. J'attends une visite. »« Bien, monsieur, je ferai comme vous dites. » Amusé par l'expression éblouie de Roger, Justin s'éloigna en direction des écuries. Une fois à l'abri dans l'allée centrale, il sortit une enveloppe de la poche de son pantalon d'équitation. La lettre qui l'attendait impatiemment était arrivée 3 jours auparavant, le plongeant dans une joie sincère tout en le bouleversant. Il la déplia et la relut afin d'être en compagnie d'Élisabeth. De nature sensible, enclin au romantisme, il évoqua son beau visage penché sur les feuilles, en train de lui écrire. « Un océan nous sépare, » déplora-t-il. « Mais ce n'est pas ça le plus grave, ma princesse. » Il garda sur lui une minuscule carte où Élisabeth avait tracé ces mots. « Justin, mon tendre amour, au moins sur le papier je peux me griser de mots doux, te dire et te redire combien je t'aime. Nous sommes si loin l'un de l'autre que j'oublie sans peine nos liens de parenté et que je suis tout à toi. Sur les pages jointes, je t'aime mes sentiments pour toi, ainsi tu pourras les faire lire à Pépétoine et à Pierre. » Un bruit de pas énergique tira Justin de sa lecture. Il vit Pierre Duquesne qui poussait un vélo. Le meunier était en chemise, son pantalon de toile maculé de farine, une casquette sur ses boucles grisonnantes. Élisabeth prétendait qu'il ressemblait lui aussi à Guillaume, mais âgé de 55 ans, épaissi, le front dégarni. L'aîné des Duquesne lui semblait moins séduisant que Jean, le benjamin de la famille. « Bonjour, Pierre !» s'exclama Justin avec un large sourire. « Je vous guettais !» Le visiteur conserva sa moue irritée. Il posa son engin contre le mur et les poings aux hanches, il se planta devant le jeune homme. « Ta bonne fortune te monte à la tête, ma parole !» rugit-il. « Tu me vous vois, tu joues les messieurs. Je te préviens, la prochaine fois, fais l'effort de venir chez nous si tu as une importante nouvelle à me confier. Mais je suis là, alors cause, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai reçu ta lettre ce matin et j'ai fait ce que tu demandais. Je n'en ai pas parlé à mon père. »« Pierre, voulez-vous m'accompagner jusqu'au château ? Je vous offrirai à boire, de l'eau fraîche ou du cidre. » « Jamais je ne ficherai un pied dans cette bâtisse, jamais. T'as pas honte d'y rester ? Bon sang, c'est sous toi que la Roche a abusé de ma nièce, sous toi que bien avant il a comploté pour faire assassiner mon frère Guillaume. Je l'aimais. » La voix forte de Pierre devint rauque, il se tut, un pli amer au coin des lèvres. Embarrassé par son attitude hostile, Justin sauta sur l'occasion. « C'est précisément au sujet de Guillaume que je vous ai prié de venir, » dit-il. « Élisabeth m'a envoyé un télégramme à la mi-juillet. Elle m'annonçait qu'elle avait retrouvé son père vivant, mais qu'il était dans le coma. Je ne devais pas encore mettre monsieur Antoine au courant, ni vous. Ensuite, j'ai reçu un second télégramme où j'apprenais que votre frère était sorti du coma et avait reconnu sa fille et Jean. Votre nièce me conseillait aussi de vous avertir le premier. Quant à la lettre annoncée, je la tiens dans ma main. Vous devriez vous asseoir et la lire. » Pierre avait écouté Justin, bouche bée. Il le fixait à présent d'un air incrédule. « Guillaume sera en vie ? Mais pourquoi Élisabeth ne nous a pas prévenus ? Pourquoi te l'annoncer à toi ? Nous sommes restés très proches, et quand je l'ai revue à New York, notre amitié s'est renforcée, » hasarda Justin. « Je crois qu'elle a agi avec précaution. Ne soyez pas vexés. D'abord, arrête de me donner du vous, ça me gêne. Pierre, ton frère est vivant, il se souvient de sa fille, de vous tous. C'est une merveilleuse nouvelle, tu devrais être heureux. » Justin avait prononcé ces derniers mots d'un ton véhément. Le meunier fit quelques pas et alla s'adosser au tronc d'un chêne. Il passa plusieurs fois ses mains sur son rude visage, marqué de rides. Il frottait ses joues soudain humides. « Je te laisse un peu seul, Pierre, pendant que tu lis les explications d'Élisabeth. J'aurais pu me rendre au moulin, mais je souhaitais ton avis sur la façon d'apprendre l'événement à ton père. Merci, mais ce n'est pas la peine. J'ai besoin de toi, pardi. Ma vue a baissé, je n'ai pas pris mes lunettes. Je t'écoute. » Pierre n'ajouta rien. Justin lut à haute voix. « Cher Justin, je dois te raconter par quel miracle j'ai retrouvé papa, mon père, oui, Guillaume Duquesne.
Je ne l'aurais jamais reconnu dans ce miséreux à l'air hébété dont j'avais si peur. Tu t'en souviens? Je te l'avais dit dans ma précédente lettre. Pourtant c'était lui, mon pauvre petit papa, devenu amnésique. Une voiture l'a renversé à cause de la police qui lui a fait peur. J'essaie d'être concise, car c'est une longue histoire. Mon Dieu, quand j'ai pu mieux étudier la physionomie de cet homme, j'ai été troublée, puis à certains détails j'ai reconnu mon père disparu, mon cher papa. Le soir, Jean est venu le voir à l'hôpital. D'abord il a douté, mais grâce aux cicatrices que portait son frère, il a acquis la certitude que c'était bien lui. Nous avons pleuré de joie. Après quelques jours de coma, pendant lesquels nous ne cessions pas de lui parler, d'évoquer des souvenirs, il s'est réveillé et il avait retrouvé la mémoire. Quel bonheur, Justin! Je te laisse le soin de prévenir Pierre le premier, afin de préparer mon pépétoine à cette extraordinaire nouvelle. Maintenant papa mange bien, il se rétablit, toujours avide de ma présence à ses côtés. Il m'appelle sa princesse, comme avant. Mabel et Edward Woolworth sont venus faire sa connaissance et avec leur générosité coutumière, ils m'ont proposé que papa finisse de guérir chez eux en faisant appel au service d'une infirmière. Inutile de te dire que je veillerai tendrement sur mon petit papa. Il ne peut pas encore nous raconter comment il a vécu ces 19 années, cependant, il est évident que c'était une vraie lutte pour survivre, s'abriter du froid, se nourrir. Jusqu'à présent, il n'a pas fait allusion à l'atroce agression dont j'ai été témoin fillette. Je refuse de penser à ce triste passé, je suis tellement heureuse. Mon oncle Pierre sera sûrement fou de joie, mais il faut ménager le cœur fragile de notre pépétoine. J'écrirai souvent désormais pour te tenir au courant, et bien sûr j'écrirai au moulin. J'ignore ce que nous ferons plus tard. Papa a besoin de beaucoup de repos. Je te remercie, mon cher Justin, de te faire le messager de ce miracle. Affectueusement, ta nièce, Élisabeth. Alors c'est bien vrai, s'extasia Pierre, essuyant ses larmes. Nom d'un chien. Comment annoncer ça à mon père? Je vais dire à Yvonne de s'en occuper. Ma femme est plus délicate que moi, ou ce sera toi, Justin. Mon Dieu, Guillaume est vivant. Le robuste meunier semblait complètement abasourdi. Il riait et pleurait encore, ses yeux gris levés vers le ciel comme pour louer le Seigneur de sa miséricorde. « Une chose me fend le cœur, » dit-il dans un souffle. « Mon pauvre frère était devenu un miséreux, un vagabond. Une pareille épreuve laisse des traces, non? Il ne redeviendra jamais lui-même, celui que j'ai connu dans notre jeunesse. » « L'avenir le dira, Pierre. J'ai confiance en Élisabeth. Elle saura prendre soin de son père. » répondit Justin. « Je vais te ramener à Montignac en calèche. Nous accrocherons ton vélo à l'arrière. Je dois seulement donner des consignes à mon palefrenier et avertir la cuisinière que je ne dînerai pas ici ce soir. » Nous avons de la chance, il ne pleut plus. Pierre fit oui de la tête. Il se remettait doucement de la violente émotion qui l'avait terrassé. « Je t'ai mal jugé, Justin, » avoua-t-il. « T'es un brave gars, j'en ai la preuve. Élisabeth te tient en haute estime. Et j'en suis touché. Crois-moi, » murmura le jeune châtelain. Central Park, même jour, 4 heures de l'après-midi. Assise sur un banc, Élisabeth sanglotait éperdument, à bout de résistance nerveuse. Norma lui tenait la main, elle aussi épuisée d'avoir parcouru Central Park en tous sens. « Courage, Lisbeth. Monsieur est parti téléphoner à la police. Nous savons au moins qu'Antonin était là ce matin. Votre oncle Jean ne devrait plus tarder. Madame l'a appelé il y a une bonne heure. » « Mais où est mon petit garçon, Norma? Et si ce n'était pas lui qu'a vu l'employé du carrousel? Je deviens folle. » L'homme était catégorique. Il se souvenait très bien de votre fils à cause de la chute qu'il a faite au mois de mai, insista la gouvernante. Elle compatissait de tout son cœur au désespoir de la jeune mère. La disparition d'Antonin lui causait un terrible chagrin qu'elle tentait de dissimuler à Élisabeth. « Tu l'as vu naître, Norma ?» balbutia celle-ci. « Il a grandi près de nous tous. Mamie a peur, comme nous deux, comme Daddy. Si je pouvais le prendre contre moi, l'embrasser. Seigneur, je veux mon fils, mon petit, mon chéri. » « Je prie toute mon âme, Lisbeth, » souffla Norma. « Nous le retrouverons. » « Je crains le contraire. Je n'ai pas droit au bonheur, voilà. »« Ne dites pas ça. Gardez foi en Dieu. » Élisabeth crispa ses doigts sur son mouchoir humide roulé en boule. Dieu avait-il eu pitié d'elle une seule fois? « J'avais 6 ans lorsque maman est morte, » gémit-elle.
6 ans aussi quand papa est tombé sous les coups de ses agresseurs dans le Bronx. Non, Dieu m'a rejetée dans les ténèbres. J'ai été marquée par trop d'ignominie. On me punit peut-être. Tu ignores des choses sur moi, Norma. Je sais à quel point vous êtes généreuse, dévouée à autrui et étonnamment humble, Lisbeth. Ce sont là des qualités que Dieu apprécie. Je repars, décréta Elisabeth en guise de réponse. Antonin doit avoir faim et très peur. Si seulement la nurse des Griffiths s'était aperçue de sa présence ce matin. Quand j'ai discuté avec elle, je n'ai rien pu en tirer. Elle me toisait comme si j'étais une mère indigne. Elle se releva en scrutant les buissons, les massifs de fleurs, le pont de pierre qui leur faisait face. Il y avait une telle foule dans Central Park. Des couples d'amoureux assis sur les pelouses, des familles en promenade, des cavaliers sur l'allée qui leur était réservée, sans compter d'innombrables badauds. Le soleil dorait le feuillage des grands arbres, lançait des reflets sur les massifs fleuris aux vives couleurs. Élisabeth, le cœur broyé dans un étau d'angoisse, contemplait d'un regard désolé le paysage qui l'entourait, dont la beauté et le charme l'avaient si souvent fascinée. « Norma, je retourne au carrousel pour interroger l'employé encore une fois. » dit-elle à mi-voix. « Nous ne sommes pas assez nombreux. Comment être partout? Voyez tous ces enfants, Seigneur. Et le lac, je n'ai pas pensé au lac. Antonin a pu se noyer. »« Non, non, Lisbeth, n'imaginez pas ça !» s'indigna Norma en lui prenant le bras. « Il vaut mieux marcher, continuez à chercher. La police sera bientôt ici avec monsieur. Ayez du cran. Une personne bien intentionnée a pu recueillir Antonin, ou un agent l'aura emmené au poste le plus proche. » La gouvernante n'ajouta rien. Elle savait, comme Élisabeth, que le petit garçon était tout à fait en mesure de donner son nom et son adresse. « Il est perdu, Norma. Tout seul, perdu, effrayé, » débita la jeune femme d'un ton saccadé. « J'ai vécu ça dans un parc, mais il faisait nuit. Oh, je ne veux pas qu'il fasse nuit. Pas sans lui, non, pas sans lui. Il doit me réclamer. » Élisabeth avait titubé en proie à un vertige, cependant elle se redressa, très pâle, et marcha d'un pas plus ferme. Il lui semblait impossible de ne jamais revoir son enfant. « Pardonnez-moi, mon Dieu, j'ai péché, j'ai eu tort, et mon repentir est sincère. Rendez-moi mon fils par pitié. Si Antonin m'est rendu, je promets de chasser de mon cœur l'amour interdit que j'éprouve pour Justin, le frère de ma mère. Je vous en prie, Seigneur. » Montignac-sur-Charente, Moulin-Duquesne, même jour, mardi 1er août 1905. Antoine Duquesne savourait chaque jour d'été. Au printemps et en automne, ses rhumatismes le faisaient souffrir, mais à la belle saison, il retrouvait tout son allant et il avait plaisir à travailler la terre du potager, à récolter les légumes lui-même, et au petit matin, il partait en promenade le long du fleuve. Souvent aussi, il allait regarder son fils Pierre et son épouse à l'ouvrage. Le couple lui avait succédé au moulin depuis une vingtaine d'années, mais le vieil homme éprouvait une joie profonde quand il voyait tourner l'énorme meule en pierre qui broyait le grain, actionné par un mécanisme bien entretenu. Il humait l'odeur de la salle, mélange de froment, de roche tiède, et d'une main un peu nostalgique, il caressait un pan de mur, tapotait les sacs de farine, prêts à être livrés. Ce soir-là, sensible à la beauté du crépuscule, il fumait sa pipe sous le grand tilleul de la cour. Les oiseaux pépiaient dans la haie de laurier toute proche, prêts à passer la nuit parmi le feuillage. « Dis donc, Yvonne, où est Pierre ?» demanda-t-il à sa bru, qu'il apercevait par la fenêtre ouverte de la cuisine. « J'en sais rien, Pépétoine, » répliqua-t-elle en riant. « Mon mari a filé à vélo avec des airs de conspirateur. »« Oui, je l'ai vu partir, mais il tarde à revenir. Il faudrait souper de bonne heure. Et tes garçons, où sont-ils ? Je leur ai préparé un casse-croûte, ils voulaient pêcher des anguilles. Pensez-vous, à leur âge, on ne tient pas en place ?» Le vieillard évoqua les sveltes silhouettes de ses petits-fils, Gilles et Laurent, qui avaient 16 ans et 14 ans. Un soupir lui échappa à l'idée de ses autres descendants. « Je ne verrai jamais à quoi ressemble mon arrière-petit-fils, l'enfant d'Élisabeth, ni le garçon de mon Jean, William, » déplora-t-il tout haut. « C'est un beau bébé, un gros poupon, si l'on se fie aux photographies. » Yvonne sortit de la maison en sabots et long tablier gris. Elle portait une coiffe en lin sur ses cheveux châtains. Ses yeux bruns, très doux, s'attachèrent au visage de son beau-père. « Ne soyez pas triste, Pépé. Élisabeth est bien gentille de nous envoyer autant de clichés. Antonin est superbe sur les derniers. » « Tu peux le dire.
C'est un joli petit gars avec le regard bleu de sa maman et les boucles noires de ce malheureux Richard Johnson. » concéda Antoine. Il eut un silence, puis Yvonne annonça qu'elle devait mettre le couvert. Selon une habitude bien établie, la famille prenait ses repas dehors, sous le tilleul. Antoine Duquesne entendit soudain le bruit caractéristique que faisaient les sabots d'un cheval sur la terre caillouteuse du chemin. Il se redressa, posa sa pipe au coin de la table au moment où une calèche entrait dans la cour. « C'est Justin qui ramène Pierre », s'étonna Yvonne. « Boudieu, en v'là une surprise !»« Je n'y comprends rien », marmonna le vieux meunier. Il observa les deux hommes qui descendaient de la voiture. La mine de son fils aîné l'intriguait, car il lui avait rarement vu un air aussi étrange, entre l'exaltation et la crainte. « Des soucis avec ta bicyclette ?» l'interrogea-t-il. « Vous vous êtes croisés, Justin et toi ?» Le jeune châtelain, vêtu d'un pantalon d'équitation et d'une chemise de couleur claire, salua d'un signe de tête. Comme Pierre, il semblait mal à l'aise. Mais ce dernier dit tout de suite à sa femme. « Va chercher la bouteille de gnôle et des verres, Yvonne. On en aura peut-être l'usage. »« De la gnôle avant le repas ?» protesta-t-elle, sidérée. « Je peux ouvrir du cidre, c'est moins fort. »« Fais ce que je te dis, je t'en prie, » répondit-il en lui lançant un coup d'œil insistant. Elle s'exécuta, accoutumée à ne pas discuter les ordres de son époux, à l'instar de la majorité de la gente féminine. Antoine, de plus en plus inquiet, scruta les traits séduisants de Justin. « J'espère qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles de New York, mon garçon, » s'alarma-t-il. « Mon cœur en a trop souffert déjà. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu as ? Ma parole, tu me fais peur. »« Non, ça va pas. Il n'y a rien de grave. »« Mais oui, Pépétoine, ce sont de bonnes nouvelles, au contraire, » renchérit Justin. Cependant, ni lui ni Pierre n'ajoutèrent un mot. Ils attendaient le retour d'Yvonne. Dès qu'elle apporta l'eau de vie, ils prirent place autour de la table. Les grillons se mirent à chanter dans l'herbe folle le long des murs. « Papa !» commença Pierre. « Je suis allé à Guerville cet après-midi, parce que Justin m'avait écrit lui rendre visite. »« Ah ça ? Si je m'attendais, vous n'êtes pas en très bons termes tous les deux, » nota Antoine. « Ne m'interromps pas, je te prie, sinon je n'arriverai pas à causer comme je le voudrais, » ronchonna son fils. « Eh bien, Justin voulait me faire lire une lettre d'Elisabeth, je n'avais pas mes lunettes, c'est lui qui l'a lue. Et j'ai appris, enfin voilà. Ça concerne Guillaume. Il aurait survécu. » Le vieil homme ouvrit la bouche, son menton tremblait un peu. « Pierre, que veux-tu dire par là, il aurait survécu ? » ?»« Qu'il est vivant, papa. Guillaume est vivant. » La voix grave de Pierre avait monté d'un ton. Un sanglot sec l'empêcha de poursuivre. Justin s'en chargea. « Elisabeth a retrouvé son père, votre fils, Pépétoine. C'est une longue histoire. Nous avons encore peu de détails, mais je crois avoir compris que Guillaume avait perdu la mémoire durant toutes ces années. Il a eu un accident récemment, et une fois bien soigné dans un hôpital, il a reconnu Elisabeth et Jean. Votre petite fille préférait être sûre que son père était sauvé avant de vous avertir. » Médusée, Yvonne demeurait muette tout en surveillant son beau-père. Elle était prête à lui servir un verre de gnôle si par malheur il faisait un malaise. Ce ne fut pas le cas. « Guillaume est en vie, » dit-il tout bas, les yeux levés vers le ciel. « Je vous rends grâce, Seigneur, d'avoir écouté mes prières. Merci, Dieu de bonté, merci. » Des larmes brillaient sur ses joues sillonnées de rides, tandis que son expression devenait extatique. Justin tressaillit, ému de lire une telle félicité sur le visage de l'aimable vieillard. « Maintenant je veux tout savoir, » déclara-t-il, une fois tiré de son émerveillement. « Où est la lettre de ma petite ? » ?»« La voici, » dit Pierre en lui tendant l'enveloppe. « Je cours chercher vos lunettes, Pépé, » proposa Yvonne, sortie de son ahurissement. Pierre fut parcouru d'un long frisson. Il dédia un regard plein de gratitude à Justin, qui lui adressa un sourire amical. Antoine Duquesne, bouleversé, respirait mal. Son esprit tentait d'accepter l'extraordinaire nouvelle, sans vraiment y parvenir, même s'il ne doutait pas une seconde de sa véracité. « Si seulement j'avais 10 ans de moins, je m'embarquerais pour l'Amérique, » lâcha-t-il soudain. « Pardi, c'est beaucoup trop loin. Le courrier met des jours à nous arriver.
J'aimerais tant embrasser Guillaume, être à son chevet. Est-il blessé, est-il malade ? Yvonne réapparut, l'étui à lunettes d'une main, une lampe à pétrole de l'autre. Antoine lut 2 fois la lettre d'Élisabeth, puis il la replia soigneusement. D'un mouvement las, il s'appuya au dossier de son fauteuil en osier, les paupières mi-closes. Vite, Pierre lui donna un verre d'eau-de-vie. « Merci, fiston, ce n'est pas de refus, » murmura-t-il. « Le sort se joue de nous. On subit des épreuves qui pourraient nous tuer. Ensuite viennent des instants de joie si fortes qu'elles pourraient aussi nous foudroyer. Mais je tiendrai le coup. La faucheuse ne mourra pas tant que je n'aurai pas serré Guillaume sur mon cœur. » Central Park, même jour, en fin d'après-midi. Élisabeth, entourée par Maybelle et Edward, écoutait les propos du policier, un haut gradé, qui semblait surtout s'adresser à Jean Duquesne, peut-être pour la simple raison qu'il était le plus calme. Un peu à l'écart, un autre agent tenait 2 chiens en laisse, dont le halètement constant vrillait les nerfs de la jeune mère, complètement désespérée. « Vous êtes sûr de ce que vous affirmez ?» décréta Jean, sans oser regarder sa nièce. Les recherches avaient été infructueuses malgré le nombre de policiers venus explorer l'immense espace du parc. Beaucoup de gens avaient été interrogés, les employés du zoo, des buvettes, les joueurs de tennis et les promeneurs. Les grosses bêtes, dressées à cet effet, étaient censées sentir la piste d'Antonin, mais il fallait un de ses vêtements portés récemment. Norma avait couru jusqu'au Dakota Building afin de prendre la veste de pyjama de l'enfant, ce qui avait achevé de terrasser Maybelle, secouée de sanglots. « Ne pleurez pas, madame !» s'était écriée la gouvernante. « Dieu nous rendra Antonin !» Nichée dans un fauteuil du salon, sa patronne avait haussé les épaules, un rictus amer sur ses lèvres pâles. Néanmoins, elle s'était levée pour suivre Norma, sans même prévenir de son départ l'infirmière qui veillait sur Guillaume. Une folle espérance avait balayé l'angoisse quand les chiens s'étaient élancés, la truffe au ras de la pelouse, tirant sur leurs laisses comme pressés d'accomplir leur tâche. Ils allaient à droite, à gauche, zigzaguaient, pendant qu'Élisabeth, Maybelle, Norma, Edward et Jean faisaient en sorte de ne pas être distancés. Ils passèrent devant le carrousel, puis ils montèrent sur la terrasse de Belvedere Castle, d'où Antonin aimait contempler l'étendue du parc, blotti dans les bras de sa mère. Le château, de dimension modeste, leur plaisait à tous les deux, avec son style néo-gothique, sa tourelle. Maintenant, Élisabeth le considérait avec un début de haine, à cause du discours monocorde du policier qui venait de donner une explication qu'elle refusait d'admettre. « La piste de l'enfant s'arrête net ici, en bas de ces rochers, au pied de Belvedere Castle. Les chiens ne peuvent pas se tromper. Le petit n'a pas approché du plan d'eau. En fait, il a disparu ici, exactement ici, où on l'aura soulevé du sol et emmené. » « Vous pensez à un enlèvement ?» conclut Woolworth d'une voix sans timbre. « Dois-je m'attendre à une rançon ?» « C'est à envisager, mais... » Élisabeth comprit qu'il n'osait pas s'exprimer devant elle et Maybelle. Avançant vers lui, elle le fixa de ses yeux si bleus, assombris par un intolérable chagrin. « Mais quoi ?» dit-elle. « Je préfère savoir. » De nombreux enfants, filles et garçons, tombent entre les mains de personnages méprisables, madame, rétorqua le policier. Je souhaite pour vous que le vôtre ait été recueilli par de braves gens qui vont vite se manifester. Maybelle laissa échapper un cri affreux pareil à un râle d'agonie. Norma dut la soutenir car elle vacillait sur ses jambes. Jean, livide, céda à la colère. Il apostropha le policier qui pourtant n'était pas responsable de la situation. « Nous devons accepter la chose !» cria-t-il dans un mauvais anglais. « Il y a un trafic d'enfants, c'est ça ? Vous êtes impuissants à lutter contre la corruption, les gangs, et le sort de ces pauvres petits importe peu ?» ajouta Edward Woolworth, le teint cramoisi sous sa couronne de cheveux argentés. « Nous faisons notre métier du mieux possible, » trancha le policier. « Je vais contacter des collègues habilités en la matière. Vous devriez tous rentrer chez vous. » Élisabeth, hébétée, observait les chiens. Puis elle baissa les yeux vers le carré d'herbe rase où son fils devait se tenir des heures auparavant. Mais quelqu'un l'avait emmené. « Pour le secourir ou lui faire du mal ?» questionna-t-elle dans un souffle. « Antonin, mon chéri, mon tout petit. » Jean l'empêcha de tomber à genoux. Il craignait de la voir embrasser le sol ou succomber à une crise nerveuse. « Viens, ma pauvre petite, viens !»
chuchota-t-il à son oreille. Peut-être que nous aurons une heureuse surprise, qu'une bonne âme aura raccompagné Antonin chez lui. Elle posa sa tête au creux de l'épaule de son oncle, se prenant à croire qu'il avait raison, qu'un nouveau miracle aurait lieu. « Si tu disais vrai, » articula-t-elle avec peine. Mais un sinistre pressentiment lui ôtait ses forces, ravageait son âme et son cœur. Élisabeth avait la certitude qu'elle vivait à présent le pire des cauchemars, tout éveillée cette fois. Elle émit une légère plainte, jaillie du tréfonds de son être. « Viens !» insista Jean en l'entraînant par la taille. Un triste cortège traversa Central Park que le crépuscule envahissait. Le ciel était mauve à l'ouest, parsemé d'écharpes de nuages mordorés. Jamais le chant des oiseaux, qui se perchaient pour la nuit dans les bosquets et la ramure des grands arbres, n'avait paru aussi cruel à Élisabeth. « J'ai perdu mon enfant, mon fils », se répétait-elle, la bouche close sur des clameurs d'horreur. Chapitre 2. Des heures d'angoisse. Dakota Building, mercredi 2 août 1905. Mabel, Bonnie et Elisabeth sursautèrent lorsque la sonnerie métallique du téléphone résonna dans la pièce jouxtant le grand salon où Edward Woolworth l'avait fait installer. Il travaillait parfois là, le soir, entouré de livres et de documents rangés dans des classeurs. « Daddy a décroché, ça y est », murmura la jeune femme en se levant. « Si seulement quelqu'un avait recueilli Antonin hier et qu'on nous le ramenait. Dites-moi que cela va arriver. Mamie, Bonnie, dites-le. » Ses deux compagnes approuvèrent d'un faible oui que leur expression démentait. Élisabeth ajouta haletante : « Je ne cesse d'espérer qu'on nous demande une rançon car dans ce cas, on ne fera pas de mal à Antonin si nous remettons l'argent exigé. » « Tout dépendrait de la somme, » dit tout bas Mabel. « Les affaires d'Edward ne sont pas florissantes, tu le sais. »« Les choses vont si mal que cela, mamie ? » ?»« Je le crains, Lisbeth. » Bonnie faisait sauter son fils William sur ses genoux. Le bébé, âgé de 13 mois, commençait à se traîner à quatre pattes si on lui en donnait l'occasion, mais sa mère refusait ce mode de locomotion, entêtée à lui apprendre à marcher. « Pose-le donc, » conseilla sèchement Élisabeth, excédée par le manque de sommeil. Elle avait passé une nuit presque blanche entrecoupée de courtes périodes de somnolence. « Pardonne-moi, Bonnie, j'ai envie de hurler à la mort. Cette attente me rend folle, » dit-elle très vite en guise d'excuse. « La police nous dit de ne rien faire, qu'elle recherche Antonin. Moi, je voudrais courir dans les rues, interroger chaque personne. J'en ai rêvé, je m'en souviens. Le même rêve atroce où je courais sur le trottoir, où je sanglotais, le cœur brisé. Mon Dieu, quand est-ce que je prendrais la mesure de mes cauchemars ? Si j'avais mieux surveillé mon fils, hier matin, il serait ici parmi nous, dans mes bras. Mes bras sont vides. » Elle esquissa le geste de câliner un enfant invisible, ce qui refit pleurer Mabel. Elle non plus n'avait guère dormi. Edward entra dans le salon, l'air soucieux, le teint blafard. « C'était un appel de Jack, mon secrétaire, un problème à régler sur une expédition de coton et de tabac de Virginie. Il m'a promis de m'avertir si je recevais un coup de fil à mes bureaux des éventuels ravisseurs. »« Tu ne nous quittes pas alors ?» supplia Mabel. « Non, chérie, je reste auprès de vous. » Élisabeth se mit à faire les 100 pas dans le grand salon, sans accorder un regard au magnifique mobilier Chippendale qu'elle avait tellement admiré fillette. Elle se souvint qu'Edward se vantait souvent d'en avoir hérité en raison de leur grande valeur sur le marché des antiquités. « Il faudra les vendre si la rançon demandée est importante, » songea-t-elle. « Ou Justin m'aidera. Il hypothèquera le château. » Elle voulait croire de toutes ses forces à la thèse du rapt. Le policier, la veille, l'avait avancé en premier lieu lorsqu'il avait entendu le nom d'Edward Woolworth, dont la fortune était bien connue à New York. Si elle pensait à son petit garçon livré à des brutes sans moralité, pétri de vices, elle aurait envie de se jeter par la fenêtre pour ne plus souffrir. On sonna à la porte de l'appartement. Tous se raidirent, le souffle suspendu. Norma avait ouvert. Elle fit irruption dans le salon, un mince plateau en argent à la main. « Un télégramme pour vous, Lisbeth » débita-t-elle d'un ton anxieux. « Merci, Norma. » C'était un long message de Justin, expédié le matin même de la poste de Rouillac. Élisabeth le lut debout près d'une fenêtre.
Annoncez la nouvelle au moulin. Monsieur Duquesne très heureux de savoir Guillaume vivant. Pourrais-tu le tenir au courant de sa santé par des télégrammes réguliers? Merci pour lui. Elle fut soulagée de voir son oncle Jean traverser la pièce pour la rejoindre. Il avait dormi dans la chambre de son frère Guillaume et venait de lui tenir compagnie 3 heures d'affilée. « Tiens, ça vient de France, » précisa-t-elle en lui tendant le rectangle de papier beige. « Tu peux lire. Pépétoine sait enfin que nous avons retrouvé papa. Oncle Jean, j'étais si heureuse ces derniers jours, et le destin me frappe encore, oui, encore et encore. Je dois le mériter. » « Ne dis pas ça, Elisabeth, » affirma-t-il gravement. « Je suis désolé que tu souffres tant, mais ne perds pas espoir. Ton père te réclame. Il a remarqué combien tu étais triste ce matin. Ne m'en veux pas. J'ai jugé utile de lui dire la vérité. »« Tu as parlé de la disparition d'Antonin ? » ?»« Non, il ne fallait pas. Le docteur m'a dit qu'il ne devait pas éprouver d'émotions trop fortes. » Bonnie, Maybelle et Edward faisaient mine de ne pas écouter leur conversation, incapables cependant d'échanger quelques mots entre eux. La tension qui régnait dans le salon était palpable. Norma apporta du café et des tasses ainsi qu'un biscuit pour le bébé. « Elisabeth, je ne peux pas mentir à Guillaume. Il se doutait de quelque chose. » poursuivait Jean à voix basse. « Il y a plus surprenant. Il pense avoir vu un petit garçon brun près de son lit. C'est très confus dans son esprit. Il se plaint aussi des images qu'il voit une fois assoupi. Là, il s'est éveillé d'un bref somme en criant, en gesticulant. C'était effrayant. »« Je sais, oncle Jean, j'en ai été témoin. » concéda-t-elle. Maybelle bondit de son siège, les traits tendus, le regard noir. Elle se planta devant eux. « J'ai entendu, Antonin serait entré dans la chambre de ton père, Lisbeth. Je t'avais pourtant dit que c'était une mauvaise idée de tenir notre pauvre chéri à l'écart. Combien de fois, depuis une semaine, je l'ai trouvé qui fixait cette porte. Il a dû réussir à tourner la clé. »« Mamie, l'appartement est tellement grand, je n'avais aucune raison de m'inquiéter, » riposta la jeune femme. « Pendant les 3 premiers jours, Antonin n'a pas posé une seule question. »« Je suis d'accord avec Maybelle, Lisbeth, » insista Edward. « Ton fils est habile de ses mains et très malin. Tu lui as dit que bientôt il pourrait rencontrer le monsieur malade que nous avions invité. Il s'est arrangé pour prendre la clé et ouvrir. Peux-tu imaginer à quel point l'aspect de ton père a pu le terrifier? Je suis navrée, mais je devais te le dire. » Jean Duquesne n'avait rien saisi de la véhémente tirade, hormis les 3 mots, le monsieur malade, énoncés en français. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à sa nièce. « On m'accuse d'être responsable pour Antonin, » répondit-elle d'une voix sourde. « Pourquoi donc? C'est stupide, » maugréa-t-il avant de s'asseoir près de Bonnie, qui pourrait jouer les traductrices. Elisabeth considéra ses seconds parents avec une douloureuse incrédulité. Dès l'installation de son père, elle avait perçu leur contrariété, même s'ils s'évertuaient à la dissimuler. « Je ne comprends pas, » déclara-t-elle. « Rien ne vous obligeait à héberger papa. Vous me l'avez proposé, il en était gêné car vous êtes des étrangers pour lui. Bonnie et oncle Jean auraient pu l'accueillir, je serais allée chez eux le soigner. »« Tu divagues, Lisbeth, » affirma Edward. « Nous n'avons pas été contrariés du tout, mais le fait est qu'il fallait mieux surveiller Antonin. Norma aurait pu s'en charger. »« Elle a suffisamment de travail, » nota Maybelle, tremblante de nervosité. « Seigneur, nous nous querellons alors que notre petit amour est peut-être... »« Tais-toi, mamie, tais-toi par pitié, » hurla Elisabeth. « Antonin est vivant. Mon cœur me le dit. » Elle s'enfuit en courant vers la chambre d'amis, tout au bout du large couloir au plancher ciré. Une vision abominable lui arracha un gémissement. Elle avait osé se représenter son fils gisant sur le pavé d'une rue, son adorable visage blême, son corps inerte. « Non, pas ça, » se dit-elle. « La police a promis de vérifier dans chaque hôpital. Le docteur Foster aussi fait des recherches. » D'un élan affolé, Elisabeth se rua au chevet de son père. Là, ses jambes cédèrent sous elle. Guillaume la vit appuyer le front au bord du matelas. D'une main timide, il lui caressa les cheveux. Château de Guerville, même jour. En France, à des milliers de kilomètres du Dakota Building, Justin contemplait le déclin du soleil derrière la cime des chênes. Il sortait des écuries quand il s'était arrêté, charmé par l'odeur de la terre mouillée à laquelle se mêlaient les senteurs grisantes des rosiers.
Malgré la douceur de l'air, la beauté du ciel gris et or, il eut un pincement au cœur. Sa solitude lui pesait souvent, en dépit de l'agréable compagnie de Roger qui partageait ses repas. « Ma princesse, dit-il tout bas, j'aimerais tant te voir surgir au bord de l'allée. » Il se creusa la tête pour découvrir ce qui lui procurait un début de malaise depuis la veille. Les Duquesne l'avaient gardé à dîner, les discussions avaient tourné autour de la résurrection de Guillaume et ses conséquences. « Ton Pépétoine rêve d'embarquer et de revoir son fils, Élisabeth, » dit-il encore pour lui-même. « Je pourrais lui offrir la traversée, mais Pierre s'y opposerait. J'ai vu des passagers aussi âgés sur le paquebot. »« Vous causez tout seul, monsieur Justin, » remarqua Roger en s'approchant. « Oui, c'est vrai. Un problème de conscience. Je te dirai ce qu'il en est ce soir pendant le dîner. »« Moi je suis comme vous, mais c'est un problème d'un autre genre. Ta jument ne te donne pas satisfaction ? » ?»« Oh si, monsieur. Elle est facile à monter grâce à votre dressage. Je la traite avec respect et elle me le rend bien. »« Non. Il s'agit de la petite Germaine. » Justin hocha la tête. Il avait engagé une jeune fille qui avait déjà été au service d'Élisabeth 6 ans auparavant. Germaine avait à peine 15 ans à cette époque et elle était tombée entre les griffes du vieux châtelain. Hugues Laroche avait abusé d'elle. « Elle ne se plaît pas ici ? Elle s'est confiée à toi, Roger ? » ?»« Non. Pourtant, ça fait 2 fois que je la croise à l'étage du château en train de pleurer, sans bruit, les joues toutes rouges. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle n'a pas répondu, rien, pas un mot. Hier, j'ai voulu porter son panier, qui était bien lourd, et elle a reculé comme si je la menaçais de je ne sais quoi. »« Dis-moi, j'ai l'impression qu'elle te plaît, Germaine. »« Pardi, elle est plutôt mignonne. » »« Mais très timide, à mon avis, Roger. Sois patient, elle finira par se rassurer. Il paraît que son père boit beaucoup trop depuis le décès de sa femme. C'est même pour cette raison que j'ai accepté de lui donner la place de femme de chambre. Ici, au moins, elle est en sécurité. » »« On ne dirait pas, monsieur Justin. » Roger souleva le bord de sa casquette et marcha d'un bon pas en direction du pré des Poulinières. Un coup de tonnerre éclata, encore lointain. Justin, lui, se dirigea vers le château. Il se sentait soudain oppressé, mal à l'aise. « Ce doit être l'orage, » songea-t-il, et les souvenirs. Il n'avait rien changé dans l'aménagement des pièces. Un peu las, il s'allongea sur une méridienne de style Louis XIV et posa son avant-bras sur ses yeux. Si je proposais à Pépétoine de l'emmener à New York, je reverrais Élisabeth. Que peut-il lui arriver au cours du voyage ? Il prétend être trop vieux pour un tel périple, mais je veillerai sur son confort. Cher Pépétoine, quel homme de qualité, un cœur d'or, une grande âme. Justin s'accorda une plaisante rêverie où Antoine Duquesne et lui foulaient les pavés de New York. Il lui montrerait la Statue de la Liberté, les splendides immeubles des avenues, et surtout, il se baladerait dans Central Park avec Élisabeth. « Je vais le faire, » dit-il en se redressant subitement. « L'argent ne manque pas. Ce ne serait que justice. Pépétoine verrait son petit-fils William et son arrière-petit-fils Antonin. » Une bouffée de joie, teintée d'impatience, le rasséréna. Un léger bruit lui fit tourner la tête. Germaine, en robe noire et tablier blanc, ses cheveux blonds nattés dans le dos, se tenait sur le seuil de la salle à manger. Son regard d'un brun clair trahissait sa crainte. « Aux cuisines, on voudrait savoir à quelle heure il faut servir le dîner, » chuchota-t-elle. « Je n'ai pas bien entendu, Germaine. N'ayez pas peur, enfin. » « Bon, je crois deviner. Hortense vous a envoyé à propos de l'heure du dîner, c'est ça ? » ?»« Oui, monsieur. Parce que ce soir, Hortense va à une veillée funéraire chez sa cousine dont le père est décédé. »« Dans ce cas, nous dînerons à 7 heures, Roger et moi. »« Bien, monsieur. »« Germaine, est-ce que vous vous plaisez au château ? Personne ne vous ennuie. Il faut me prévenir si quelqu'un se comporte mal. » Ses joues rondes empourprées, la jeune fille lâcha un nom presque inaudible. Puis elle prit courage et précisa. « Le vieux Léandre est très gentil. Il m'a cueilli une jolie rose avant-hier. Alors je l'ai aidé un peu à pousser sa brouette qui était pleine de terre. »« Je m'en doute. Je dois engager quelqu'un pour le seconder. Certains travaux l'épuisent. Merci, Germaine, de m'y avoir fait penser, » dit-il avec un sourire chaleureux. Elle sortit en reculant, un fragile sourire sur les lèvres. Justin décida d'écrire immédiatement à Élisabeth.
il déboutonna le haut de sa chemise blanche, rejeta une mèche d'un blond foncé qui dansait sur son front. Toujours en tenue d'équitation, il s'installa devant un secrétaire en marqueterie où jadis Adéla Laroche payait les fournisseurs. Derrière les petits carreaux de la porte vitrée donnant sur le grand hall décoré de trophées de chasse, Germaine guettait ses moindres gestes. Elle n'avait jamais vu un jeune homme aussi beau, aussi séduisant. Son cœur battait très vite, tandis qu'un soupir de désolation gonflait sa poitrine. Elle gardait en elle, comme un éclat de soleil dédié à elle seule, le magnifique sourire que le châtelain lui avait accordé. Dakota Building, même jour. Élisabeth, agenouillée près du lit de son père, éprouvait un peu d'apaisement sous les caresses que Guillaume continuait de lui prodiguer sur ses cheveux, son front. « Papa, papa, dit-elle brusquement, vous m'avez tant manqué, maman et toi. J'avais mamie et daddy, mais quand je me suis souvenue de la tragédie de mon enfance, à 16 ans, j'aurais donné beaucoup pour avoir grandi près de vous. » L'aveu avait jailli du fond de son âme égarée, du tréfonds de son être dévasté par la pire des angoisses. Guillaume répondit d'une voix enrouée. « Je comprends ça, ma petite princesse. Hélas, je n'ai pas pu te protéger. Il y a eu ces hommes dans la ruelle, je n'étais pas de taille contre eux. Sous leurs coups, je ne pensais qu'à toi. J'avais une peur terrible. Je me disais qu'ils allaient te faire du mal à toi aussi, alors je t'ai dit de partir. Au moment de perdre connaissance, j'ai ressenti un immense désespoir. Je te savais seule la nuit dans la grande ville. Dieu t'a pris sous son aile. Je dirais plutôt Mabel et Edward Woolworth qui m'ont adoptée de manière officieuse. Papa, as-tu vu mon petit garçon hier matin? Est-il entré ici? Élisabeth se releva pour s'asseoir au bord du lit. Guillaume scruta son joli visage meurtri par les larmes. Je ne sais plus, mais je pense que non, puisque l'infirmière et toi vous refermez à clé. J'étais d'accord, je ne dois pas être très beau à voir pour un enfant de 5 ans. Tu te souviens de son âge? Oui, s'étonna son père. Au début, quand tu m'as parlé de lui, j'avais l'esprit plus confus. Pourtant, j'étais content d'avoir un petit-fils. Tu me l'amèneras plus tard. J'ai encore ses cris au réveil car je me débats contre les brutes qui ont voulu me tuer. Je suis soulagée. Tu sembles réfléchir de mieux en mieux et au moins tu n'as pas oublié ta langue natale. Au fait, papa, ils ont reçu ma lettre en Charente. Mon Pépétoine était vraiment heureux d'apprendre que tu étais vivant. Pierre aussi, sans aucun doute. Yvonne et lui ont 2 garçons, Gilles et Laurent, tes neveux. Je te montrerai des photographies de la famille demain. Nous passerons un bon moment. Mais elle pleurait en disant cela et ses mains tremblaient sur l'édredon en satin vert. Pourquoi ces larmes, ma princesse? Je suis émue parce que tu es là, que nous discutons ensemble, c'est un miracle. Mais je t'en prie, fais un effort. Tu m'affirmes que tu n'as pas vu mon fils, pourtant oncle Jean prétend le contraire. Tu lui as dit qu'il y avait un petit garçon brun dans cette chambre, précisa-t-elle d'un ton pathétique. C'était en rêve. Élisabeth, pourquoi l'infirmière n'est pas là? J'aurais besoin d'elle. Comprends-moi, je refuse que tu fasses certaines besognes peu ragoûtantes. Elle ne va pas tarder, papa. Repose-toi. Tu es gentil, mais autant te l'avouer, je suis des cours dans un hôpital du Bronx en vue de devenir infirmière. Je pourrais faire ce qu'elle fait. Non, non. Guillaume avait une expression de panique et secouait la tête comme un indigné. Mais la garde-malade frappa au même instant. La quinquagénaire entra en blouse blanche, sa coiffe calée sur son chignon gris. « Bonjour, Madame Binns, » dit Élisabeth doucement. « Mon père vous réclamait. Je te laisse, papa, je reviendrai à l'heure de ton dîner. » D'un pas chancelant, elle longea le couloir et se glissa dans la chambre de son fils. La vue de ses jouets, éparpillés pour la plupart sur le tapis chamarré en laine, de son pantalon de pyjama sur le dossier d'une chaise, tout cela la plongea dans une amère douleur. « Mon petit chéri, mon trésor !» gémit-elle. Élisabeth ramassa un chien en baudruche de couleur rouge qu'Antonin adorait. Il lui avait arraché une oreille, mordillé une des pattes. Elle le pressa sur ses lèvres, puis le serra contre son cœur brisé par la perspective intolérable de ne jamais revoir son enfant. « J'en mourrai, oui, j'en mourrai, » dit-elle. Bonnie, qui la cherchait, l'aperçut dans l'entrebâillement de la porte. Elle se précipita pour l'attirer sur sa poitrine maternelle aux tendres rondeurs. « Là, là, ma petite, calme-toi. Un policier a téléphoné. Déjà, il semble qu'Antonin n'a pas eu d'accident. N'entrons pas dans les détails, ils sont bien tristes, mais ton fils n'est dans aucun des hôpitaux. »
Comment en être sûre? Nous aurions dû vérifier par nous-mêmes. Bonnie, je suis témoin de bien des choses affreuses lorsque j'assiste les sœurs de la charité. Des garçons de 5 ans, bruns aux yeux bleus, il peut y en avoir 12 ou 20 chaque jour que l'on conduit à la morgue ou sur la table d'opération. Si Antonin est inconscient, il ne pourra pas dire son identité que je lui ai apprise sur le bout des doigts. Alors il ne reste aucun moyen de savoir si c'est lui ou un autre petit. Tu as donné une description précise de ses vêtements, m'a dit Mabel. Ce sont des habits d'excellente qualité, une culotte courte en flanelle grise, une marinière bleu marine à col blanc. Mon Dieu, tu as raison, Bonnie. Hier matin, j'ai accroché sa médaille de baptême sur la marinière, à gauche, comme toujours. Peut-être que ça nous aidera à le retrouver, n'est-ce pas? Je t'en prie, dis-le-moi qu'on le retrouvera. Élisabeth éclata en sanglots dans les bras de sa fidèle amie. De nouvelles heures d'angoisse les attendaient, des heures lourdes, cruelles, interminables. La nuit était tombée. Norma s'apprêtait à servir le dîner en songeant que personne n'aurait grand appétit. Néanmoins, la gouvernante estimait indispensable de proposer un menu léger, du potage et une salade verte, agrémentée d'œufs. Bonnie et Jean avaient prévu de dormir chez les Woolworths, ce qui réconfortait Mabel, dont l'humeur était exécrable. Elle adorait Antonin, et ses sentiments pour lui étaient proches de ceux d'une mère. Elle se répétait intérieurement combien elle avait eu de grandes joies depuis sa naissance, n'ayant pas pu mettre au monde un bébé bien à elle. Assise sur le canapé du salon, un mouchoir humide entre les mains, Mabel se remémorait chaque étape du développement d'Antonin. Elle lui avait donné d'innombrables biberons quand Élisabeth l'avait sevré. Le petit, cramponné à sa jupe, s'était élancé pour ses premiers pas dans le couloir de l'appartement. « Seigneur, nous n'avons plus d'avenir sans notre chérie », s'écria-t-elle soudain avant de sangloter. Édouard prit place à ses côtés et la câlina. Il cachait de son mieux sa propre anxiété, hanté par les mots que lui avait soufflés à l'oreille un des policiers, la veille, sous les murs de Belvedere Castle. « Monsieur Woolworth, il y a très peu de chances de retrouver une trace du garçon. Nous sommes impuissants à lutter contre les trafics d'enfants, orphelins ou non. » Antonin cligna des paupières lorsqu'un faisceau lumineux balaya l'intérieur du cagibi avant de s'arrêter sur son visage. Une grosse main noueuse s'empara de lui en le tenant par le coude. Il suivit le mouvement, soulagé de sortir de l'affreux réduit. « Il est dans un sale état, Courtenay. Tu vas m'arranger ça ?» dit l'homme avec un accent étranger. « Tu le laves, ses habits aussi. Je reçois quelqu'un ce soir à l'étage. Fais-le-moi beau ce gamin que j'en tire un gros paquet de dollars. » L'enfant, ébloui par la clarté électrique d'une ampoule qui pendait au plafond de la cave, demeura un instant hébété. Sa culotte détrempée d'urine se plaquait sur ses fesses et ses cuisses. Il avait faim et très soif. Quand ses yeux furent habitués à la lumière, il regarda autour de lui avant de fixer l'unique porte. On le mit en garde. « Ne recommence pas tes sottises », conseilla la femme fardée, à la bouche trop rouge, aux cheveux jaunes. « Oui, tiens-toi tranquille, petit, sinon tu auras affaire à moi. » renchérit l'homme, de haute taille et coiffé d'un chapeau noir. Il menaça Antonin d'une main levée avant de s'en aller d'un pas pesant. Courtenay l'avait accompagné d'une démarche lascive. D'un geste appliqué, elle tourna un verrou. « Je n'ai pas envie que tu te sauves, c'est moi qui prendrai. »« Mais tu empestes, mon garçon. »« Je voudrais bien manger et boire, » osa-t-il lui dire d'une faible voix pâteuse. « On verra plus tard, d'abord je te décrasse. » Figé sur place, Antonin l'observa tandis qu'elle faisait chauffer de l'eau sur un réchaud, disposait une grande bassine en zinc par terre. Elle ouvrit bientôt un placard, revint avec une serviette de toilette sur le bras, un savon à la main. « Il me fait rire, Tom. Je n'aurai jamais le temps de faire sécher tes vêtements. Elle est pourtant jolie, ta marinière. Un coup de brosse suffira. Enlève ta culotte et ton slip. J'en ai des propres à te mettre. » La femme s'adressait à lui d'une intonation indifférente, sans tendresse ni dureté. Sa moralité n'était plus qu'un très lointain souvenir, seul l'argent gagné facilement l'intéressait. Elle s'était occupée d'une centaine d'enfants en 10 ans, filles ou garçons. 10 ans d'obéissance à Tom, de son vrai nom Thomas Perkins, qui était son amant. Avant de le rencontrer, elle se prostituait. Le présent travail lui convenait. Nu comme un verre, les pieds dans l'eau tiède, Antonin fut frictionné, rincé et séché avec énergie. Pendant toute l'opération, il ne détacha pas son regard bleu du visage de la femme et sondait ses yeux dès qu'elle lui jetait un coup d'œil. « Veux-tu cesser » s'exaspéra-t-elle. « Pose tes mirettes ailleurs, garnement. »
Il ignorait le mot mirette, cependant il comprit l'ordre, certain qu'elle était agacée par sa façon de la fixer. « Allez-vous me ramener chez ma maman ?» demanda-t-il. « Je voudrais la voir, elle est très belle. Je parle français avec elle et l'anglais avec les autres gens. »« Tu es malin, dites donc, » ronchonna Courtenay. « Mais tu as une tête de mule. Arrête de me regarder comme ça. À ton idée. Et je te préviens, ce soir un gentil monsieur bien comme il faut te prendra sur ses genoux, même qu'il te cajolera un peu. Faudra que tu sois sage. Tom ne plaisante pas. Il en a battu à mort des aussi mignons que toi, s'il se tenait mal là-haut. »« Et le gentil monsieur, il m'emmènera chez maman ? » ?»« Si tu es gentil, toi aussi tu iras dans sa maison à lui. Tu seras gâté, c'est sûr. »« Je m'en moque, je veux maman !» cria-t-il affolé. Courtenay lui tourna le dos un moment, puis elle entreprit de l'habiller et de peigner ses cheveux d'un noir intense. Une fois chaussé, Antonin se retrouva assis à la table sur laquelle s'étalait un jeu de cartes. Il eut droit à un bol de lait et à du pain. Elle fronça les sourcils lorsqu'il la remercia poliment. « Norma me donne un œuf à la coque, » dit-il tout bas. « Qui c'est celle-là ?»« Notre gouvernante, madame. Vous voulez bien me ramener chez moi ? Grand-papa vous donnera de l'argent. Ils doivent tous être inquiets. Je n'aurais pas dû m'enfuir. » La parfaite élocution du petit garçon, sa moue hautaine qu'il tenait de son défunt père Richard, intriguèrent Courtenay. Elle céda à la curiosité. « Pourquoi tu t'es enfui ? Je croyais que t'étais perdu dans Central Park. Tom t'a ramassé là-bas. »« J'ai eu peur, » admit-il. « Il y avait un méchant homme dans la chambre d'amis. Il criait, il remuait les bras et il arrachait un pansement de son horrible tête rasée. Il avait des cicatrices et je crus qu'il voulait m'attraper. » Courtenay émit un sifflement de surprise, elle parut réfléchir, et enfin elle donna des biscuits à Antonin avant d'en croquer un. « Ce n'est pas une raison pour décamper ?» marmonna-t-elle la bouche pleine. « Maman m'a souvent dit de me sauver si j'étais en face d'un vilain bonhomme, alors j'ai couru dans le couloir et je suis sortie, j'ai descendu l'escalier. » Antonin se tut, le cœur serré. Il regrettait cette énorme bêtise, car il avait assez de jugement pour considérer ainsi sa fuite affolée. « Tu as eu tort, mon garçon, » trancha Courtenay. « Je sais, madame. » Il ne put retenir ses larmes. La séance de toilette, les habits secs, le lait et le pain l'avaient rassuré. Il tentait de se montrer courageux, cependant il se languissait de sa mère, de sa grand-mère et de son grand-pa. « Mais je vais revoir maman, hein ? Je dirai au gentil monsieur de ce soir qu'il ne peut pas me garder, qu'il doit me ramener chez moi. »« Pourquoi pas ?» mentit la femme. « Sois sage comme une image et il sera d'accord. » Pour la première fois depuis 10 ans, Courtenay éprouva un peu de compassion. Elle déplora le sort que son amant réservait à ce beau petit gars qui essayait de ne pas pleurer. 2 coups discrets frappés à la porte l'empêchèrent de s'attendrir davantage. Antonin la vit se lever, déverrouiller et entrebâiller la porte. Aussi preste qu'un chat, il bondit de sa chaise. Courtenay poussa un juron quand il se faufila dans l'interstice, entre le chambranle et le battant, en bousculant au passage une fille d'environ 13 ans. Sidérée, celle-ci lâcha le cabas qu'elle tenait. « Rattrape-le, Sarah, vite ! Sinon Tom m'écorchera vive. Je ne peux pas monter avec mes pauvres jambes. » Antonin s'était élancé à l'assaut d'un étroit escalier en métal rouillé. Il n'y avait pas beaucoup de marche. Ses jambes à lui ne demandaient qu'à se dégourdir. Parvenu en haut, il chercha une autre issue, mais on le saisit par la taille. « Tu n'iras pas loin, le rideau de fer est baissé, » chuchota une voix douce à son oreille. « C'est un ancien magasin. Tom entre par une autre porte qu'il ferme à clé derrière lui. »« Je veux voir maman, » sanglota l'enfant. Il distingua dans la pénombre les traits fins d'une fille aussi brune que lui. Des boucles souples ornaient son front et ses épaules. « L'as-tu attrapé ?» hurla Courtenay du seuil de la cave. « Oui, ne vous inquiétez pas, Madame White. Je lui fais la leçon et nous descendons. » La dénommée Sarah attira Antonin contre elle de ses bras menus. Il fut réconforté par son sourire. « Alors tu as une maman, toi ?» souffla-t-elle. « Bien sûr, elle est très belle. Pas toi ? Je n'ai plus de parents. Ils sont morts sur Ellis Island à cause d'une épidémie. J'avais ton âge. Je me souviens d'eux, sais-tu ? Tu habites avec la dame qui est en bas ? Je fais les courses pour elle. Ses jambes sont malades, elle ne peut pas marcher facilement. Monsieur Tom me fait travailler. Comment tu t'appelles ? Antonin Johnson. J'ai 5 ans et demi,
Mais je déteste ce Tom, il m'a frappé, il m'a jeté au fond du cagibi. Je dois partir, maman m'attend, je suis sûre qu'elle pleure. » Sarah caressa la joue du petit garçon. Elle savait quel sort odieux lui serait réservé tôt ou tard, ayant elle-même été livrée au plaisir de nombreux clients au penchant pervers dès qu'elle avait suivi Thomas Perkins. Il lui avait promis d'être un père pour elle qui errait seule et perdue de frayeur le long des quais. « Allez-vous redescendre, oui ou non ?» s'égosilla Courtenay. « Tout de suite, nous bavardons un peu, » répliqua Sarah. Antonin, d'instinct, perçut la bonté de la jeune fille. Il lui prit la main et l'étreignit. Ses yeux s'accoutumaient au clair-obscur si bien qu'il put la regarder d'un air de petit animal pris au piège. « Je t'en prie, conduis-moi chez maman, » murmura-t-il. « Sinon le monsieur m'emmènera dans sa maison. On m'a dit d'être sage quand je serai sur ses genoux, mais je ne pourrai pas. Je le taperai, je crierai très fort. Tant pis si Tom me bat encore. » « Qu'est-ce que je deviendrai, moi, si je t'aide ? Ils me tueront. Tu ne les connais pas, je ne vaux pas cher pour eux. » Ces paroles énoncées très bas firent trembler Antonin de tout son corps. Élisabeth lui lisait des contes le soir en évitant ceux susceptibles de l'effrayer. Cependant, Maybelle, plus étourdie, lui avait lu l'histoire du petit Pousset et de l'ogre aux bottes de 7 lieues. L'ogre avait tranché la gorge de ses filles par erreur. Son esprit, en plein éveil, marqué par les derniers événements, dut accepter la réalité. « Te tue en vrai ?» bégaya-t-il. « Maman ne laissera pas faire, tu resteras avec nous. Grand-pa est très riche. » Depuis des mois, Sarah rêvait d'échapper à l'emprise de Tom et de Courtenay. Elle envisagea les choses avec ses dernières capacités d'espérance. La famille du garçon pouvait lui donner une récompense. L'argent lui permettrait de s'acheter à manger dans un autre arrondissement de New York. Peut-être qu'elle irait ensuite se réfugier chez les Sœurs de la Charité. « Ne fais pas de bruit ou bien pleure fort. N'aie pas peur si je te gronde, d'accord ?» dit-elle à l'oreille d'Antonin. Fasciné, il lâcha des plaintes lancinantes. Sarah l'accabla de réprimandes à haute voix, tout en l'entraînant en arrière vers le fond du magasin désaffecté. « Je t'ai menti. Moi, j'entre ici par cette porte, » expliqua-t-elle. « Viens vite. Dehors, il faudra courir. » Ils étaient dans une cour envahie de mauvaises herbes. Il faisait grand soleil, ce qui impressionna Antonin. Il avait presque oublié la splendide lumière de l'été. Sarah enjamba un grillage en partie affaissé. Ils déboulèrent dans une rue étroite, encombrée de détritus malodorants. « Tiens bien ma main !» ordonna-t-elle. « Je connais le quartier. On doit s'éloigner le plus vite possible. J'ai de la monnaie. On pourra peut-être prendre le tram. » Antonin était tellement soulagé d'être sorti de la cave qu'il aurait suivi Sarah n'importe où. Un vent chaud lui effleurait le front, le ciel resplendissait. Ils coururent longtemps avant de se reposer, le dos au mur, sur un trottoir. « Où habite ta maman ?» questionna-t-elle. « Dans le Dakota Building au 3e étage, » répondit-il d'un ton fier. « J'ignore où c'est, » se désola-t-elle. « Je n'ai jamais dépassé ce carrefour. Je viens là le soir, je regarde le tram en rêvant de monter à l'intérieur. De la fenêtre de ma chambre, je vois les arbres de Central Park. Tu as dû y aller, » insinua le petit garçon. « J'en ai entendu parler, mais je vais demander notre chemin. N'aie pas peur. »« Je n'ai plus peur, Sarah. » Il serra fort les doigts de l'adolescente, infiniment heureux. Moulin du Ken, jeudi 3 août 1905, au crépuscule. Justin était venu à cheval. Encore inconsolable de la perte de Rayonnant, le hongre de race anglo-arabe que lui avait offert Hugues Laroche, il montait désormais une jument noire, très docile, qu'il achevait de dresser. Dès qu'il mit pied à terre, Gilles, le fils aîné d'Yvonne et de Pierre, accourut et prit les rênes de l'animal. Il avait un visage plaisant, des yeux gris, des cheveux bruns très courts, un corps athlétique. « Bonsoir, monsieur Justin », claironna l'adolescent. « Bonsoir, Gilles. Pépétoine arrose le potager. Laurent est en train de l'aider. Vous soupez avec nous ? Si on m'invite, oui, volontiers. Mais tu peux m'appeler Justin. Le monsieur est de trop. Pourtant, vous en êtes un, monsieur. Pas vraiment. J'ai grandi dans des conditions misérables et j'étais promis à un avenir de palefrenier. Je suis peut-être à la tête d'un grand domaine et d'un château, mais ça ne m'a pas changé. » Ce petit discours embarrassa Gilles, qui admirait beaucoup la prestance du visiteur, son aisance une fois en selle. Il esquissa un sourire avant de conduire la jument dans la grange. « Si tu pouvais la faire boire, » hasarda Justin, « enfin à condition que ça te plaise. »« Un peu que ça me plaît, » répondit Gilles enthousiaste. « Tant mieux, je ne voudrais pas t'obliger à quoi que ce soit. » Le jeune châtelain se dirigea vers le jardin potager.
Il trouva Antoine Duquesne penché sur une plate-bande de carottes. Le vieil homme se redressa en entendant un bruit de pas. Ses traits s'illuminèrent quand il reconnut Justin. « Bonsoir, mon petit gars », lui cria-t-il. « Bonsoir, Pépétoine. Aurais-tu reçu un télégramme de New York ?»« Non, pas encore, sans doute demain. » Ils échangèrent une poignée de main sous le regard intimidé de Laurent, dont les 14 ans souffraient d'une poussée d'acné. Comme sa mère Yvonne, il avait des boucles souples, châtain clair, des yeux bruns très doux. « Vous en avez de beaux légumes, » remarqua Justin. « Surtout vos tomates, elles sont superbes. Léandre, le jardinier du château, n'en a pas eu d'aussi appétissante cette année. Je dois engager quelqu'un pour le seconder. » « Pardi, il n'est plus tout jeune, Léandre. Je le croisais à la foire de Rouillac, jadis. Pourquoi ne pas embaucher Gilles? Il aide Pierre au moulin, mais il préfère le grand air, brasser la terre. »« J'en serais ravi, » répliqua Justin. « Il touchera de bons gages. »« Bien, tu en causeras à ses parents. Qu'est-ce qui t'amène ?» Auprès d'Antoine, Justin se sentait un grand enfant protégé par un respectable aïeul. D'un geste spontané, il lui prit le bras. « Je vous accompagne jusqu'à la maison. Nous boirons un verre sous le tilleul, » proposa-t-il. « Cher Pépétoine, j'ai apporté dans mes fontes une bouteille d'un excellent vin blanc. »« Ah, en quel honneur !»« En l'honneur de votre fils Guillaume, bien sûr. »« Ma bru fait mijoter un civet de lièvre, tu m'en diras des nouvelles, » se réjouit le vieux meunier. 1 heure plus tard, la famille Duquesne était réunie autour de la table dressée dans la cour. Le soleil couchant jetait des reflets d'incendie sur le feuillage du vénérable tilleul. Les grillons et les grenouilles s'en donnaient à cœur joie, comme pour offrir un fond musical aux humains rassemblés là. Au dessert, Yvonne, rose de plaisir, servit une tarte aux poires. Justin attendait ce moment afin d'aborder ce qu'il avait lancé au galop sur le chemin de Montignac. « Pépétoine, j'ai beaucoup réfléchi depuis mardi. Vous êtes en bonne santé en cette saison. Rien ne vous empêche d'aller à New York avec moi. Je vous offre le voyage et je veillerai sur votre confort. Pendant la traversée en paquebot, j'ai croisé sur le pont des personnes aussi âgées que vous qui appréciaient grandement leur périple. Vous avez cru Guillaume perdu à jamais, il est en vie, près de votre petite fille. Élisabeth vous présentera Antonin, Jean sera fier que vous puissiez embrasser William son bébé. » Pierre se racla la gorge, prêt à protester de façon véhémente. Cependant Yvonne, d'un regard impérieux, l'en dissuada. Antoine Duquesne contemplait en silence la flamme de la lampe à pétrole. Ses yeux très bleus, dont avait hérité Élisabeth, brillaient d'une mystérieuse rêverie. « C'est généreux de ta part, Justin, » dit-il enfin. « Je serais idiot de refuser, » reprit Antoine d'un ton solennel. « Pourtant je le fais. Je te remercie du fond du cœur, Justin, mais je ne partirai pas. Si je dois avoir le bonheur de revoir Guillaume, ce sera ici, dans notre pays, là où il est né, où il a grandi. Et puis je serai franc, j'ai plus d'orgueil qu'il n'y paraît. Je ne peux pas te laisser faire une telle dépense pour moi. » Chacun perçut le soupir de soulagement de Pierre, qui était incapable de concevoir une telle aventure pour son vieux père. « Dans ce cas, je n'irai pas sans vous, » déplora Justin. « Surtout que tu dois surveiller tes vignobles, les vendanges seront précoces, elles commenceront vers la mi-septembre, à mon humble avis. L'aurais-tu oublié, mon garçon ?» s'étonna Antoine. « Tu m'as dit un jour que tu souhaitais gérer au mieux la production des eaux-de-vie pour partager les revenus avec Élisabeth. »« J'y compte bien, Pépétoine, » affirma gravement Justin. Yvonne découpa la tarte. Son cœur de femme plaignait le jeune châtelain. Elle savait qu'il aimait Élisabeth de toute son âme et elle devinait la nature exacte de sa déception. « Eh oui, il y a les vendanges, » insista-t-elle avec un sourire qui se voulait consolateur. Le repas se termina, les convives tous perdus dans leurs pensées. Pierre se promettait d'écrire très souvent à son frère Guillaume, certain qu'il reviendrait plus tard au pays. Gilles se voyait déjà travaillant aux côtés du vieux Léandre, dont Justin avait vanté la gentillesse et l'expérience. Antoine, lui, essayait de se représenter la physionomie de son fils exilé en Amérique, qu'il n'avait pas embrassé depuis presque 20 ans. Quel ravage la misère a-t-elle causé sur lui, se disait-il. Seigneur, mon enfant a souffert de la faim, du froid. A-t-il commis des méfaits? A-t-il été un voleur, un criminel? Nous ne le serons peut-être jamais. Le vieil homme s'avoua qu'il redoutait d'être face à face avec Guillaume, dont il était tellement fier en d'autres temps. Une main fine se posa sur son poignet. C'était celle de Laurent,
qui semblait avoir deviné sa détresse et appréhendait quant à lui son avenir au moulin, soumis à l'autorité paternelle. Paupières mi-closes, Yvonne se projetait sur le pont d'un grand bateau, métamorphosée en une dame élégante, coiffée de ses chapeaux à larges bords, ornés de fleurs en tissu, chaussée de jolis escarpins. Un pli amer se dessina au coin de ses lèvres. Elle ne quitterait jamais les bords du fleuve Charente, ni ses sabots. Seul Justin concentrait son esprit sur l'image adorée de celle qu'il surnommait sa princesse. Il rêvait de la serrer contre lui, de la griser de baisers, de la sentir encore défaillante, livrée à la joie extrême qu'ils avaient partagée, dans un local abandonné de la 34e rue. Une sève brûlante montait en lui lorsqu'il revivait la merveilleuse étreinte de ce jour du mois de mai. Une passion interdite, un amour condamné. Songea-t-il. Il vaut mieux rester loin l'un de l'autre. Dakota Building, même jour. Le soleil dispensait une chaleur étouffante sur New York où la montre bracelet d'Elisabeth indiquait 15 heures. Norma l'aidait à s'habiller pour sortir. « Je vous en prie, ne tremblez pas ainsi, Lisbeth. C'est plus fort que moi. N'y allez pas, restez ici, monsieur vous l'a conseillé. Ce sera une terrible épreuve pour vous si par malheur... » Dis-le, Norma, continue. Si c'est le corps d'Antonin, n'aie pas peur des mots. De toute façon, je n'y survivrai pas. Je me détruirai car c'est ma faute, ma très grande faute. Un affreux sanglot, rauque, proche d'un râle d'agonie, secoua la jeune mère. La gouvernante pleura à son tour, mais un élan de pitié la poussa à prendre Elisabeth dans ses bras. « Je prierai pour vous, » chuchota-t-elle à son oreille. « Ce n'est peut-être pas votre petit garçon. »« Daddy m'attend, Norma, » parvint-elle à répondre. « Je n'en peux plus de cette attente. Des questions qui me rongent. Même s'il s'agit d'Antonin, au moins je saurai où il est. Je pourrai le cajoler, l'embrasser. J'ai vécu les heures les plus épouvantables de ma vie depuis sa disparition. » On frappa à la porte de la chambre. La voix d'Edward s'éleva, altérée par le chagrin. « Es-tu prête, chérie ?» demandait-il. « J'ai envoyé ton oncle démarrer la voiture, la police est déjà sur place, autant faire vite. » Elisabeth avait mis une robe noire, son visage meurtri par les larmes était d'une pâleur morbide. « Oui, autant savoir très vite. » lâcha-t-elle d'un ton mourant. Des dockers avaient repêché le corps d'un enfant de l'âge de son fils. D'après les premiers constats, il aurait séjourné environ 2 ou 3 jours dans le fleuve Hudson. Chapitre 3. Les larmes de l'Hudson. New York, jeudi 3 août 1905, même jour. Edward Woolworth conduisait lentement comme s'il n'avait aucune envie d'arriver à destination. Assise près de lui à l'avant de la voiture, Elisabeth gardait les yeux baissés sur ses mains gantées de dentelle noire. Elle ne pouvait pas dire un mot, la gorge nouée par l'horreur de ces instants. « Je suis rassurée que ton oncle tienne compagnie à Maybelle », lui confia Edward. Elle semblait prête à s'évanouir lorsque nous sommes partis. « Bonnie saura quoi faire, Daddy », articula-t-elle avec peine. « Mais c'est rassurant, en effet. » Elle avait la bouche sèche, une migraine cognait à sa tempe gauche. La rumeur constante de la circulation renforçait son malaise. En ce milieu de journée, les omnibus frôlaient les automobiles qui se faufilaient entre les attelages des particuliers moins rapides. « Mon Antonin chéri se serait noyé dans l'Hudson, » songea-t-elle. « Pourquoi ? Comment ? Il n'a pas pu aller seul au bord du fleuve. On l'a tué et on a jeté son doux petit corps dans l'eau. » Elisabeth se crispa tout entière. Elle éprouva une brusque haine envers le fleuve et l'océan. « Daddy, j'ai vu la dépouille de maman disparaître dans la mer et Richard a été englouti lui aussi par les vagues. Souviens-toi, quand j'avais 16 ans, Mummy et toi m'avez avoué qu'on avait repêché un homme dans l'Hudson. » « Je ne pouvais pas te raconter ça lorsque tu étais fillette. À présent, je me demande qui était ce malheureux. » « Et il portait la veste de papa, où il manquait un bouton avec l'enseigne des compagnons charpentiers. Personne ne le sait, mais peu après, je suis allée en taxi sur les quais pour jeter des fleurs dans l'eau entre 2 coques de bateau. J'ai versé tant de larmes debout sur le quai, glacé par le vent qui soufflait du nord. Je m'étais promis de ne plus m'approcher du fleuve. J'ai failli y retourner le jour où je me suis promenée avec Justin, car j'avais cueilli du lilas dans une cour de la 34e rue.
Maintenant, le destin me vole mon fils, mon petit garçon. Combien de larmes cette eau maudite va-t-elle exiger de moi ? Elle se tut un instant sous la montée d'un paroxysme de chagrin. Je ne peux pas admettre la mort d'Antonin, Daddy. Le voir privé de vie, lui qui était si turbulent, qui riait aux éclats quand je le chatouillais, il m'est enlevé au moment où je retrouve mon père. Tu n'aurais pas dû venir, Lisbeth, se désola Edward. Ce sera une épreuve insupportable pour toi. Promets de rester à l'écart, chérie. Nous avons encore un espoir, n'est-ce pas ? Si mince, si fragile, Daddy, je préfère me préparer au pire. Ils n'échangèrent plus une parole, tous deux obsédés par l'imminence d'une tragique révélation. Ils roulèrent bientôt sur une avenue menant droit au quai de l'Hudson. Élisabeth aperçut des mâts de bateaux, le balai des mouettes sur le ciel bleu. Edward lui tapota le genou. « Courage !» dit-il. Elle constata qu'il pleurait sans bruit, les lèvres pincées sous sa moustache grisonnante. Ce triste spectacle la fit sangloter de nouveau. Peu après, ses yeux embués distinguèrent un fourgon de police, des agents dans leurs uniformes sombres, entourés par d'autres hommes dont la tenue débraillée était celle des dockers. Ils travaillaient dur, de l'aube à la nuit, dans la chaleur, le froid, sous le soleil ou la pluie. « Ne bouge pas de la voiture, Lisbeth », recommanda Edward, dont la voix vibrait d'émotion. « Ne fais pas la folie d'approcher tant que je ne t'aurai pas dit ce qu'il en est. » Contre son gré, il désigna une bâche qui recouvrait une petite forme allongée au pied des agents. Puis il s'éloigna d'un pas hésitant. Élisabeth hocha la tête en tamponnant ses joues de son mouchoir. Rien ne l'empêcha de fixer le miroitement de l'eau, dont le courant paisible emportait vers l'océan Atlantique des embarcations de toute taille. « Mon Dieu, pardonnez-moi et rendez-moi mon enfant, » dit-elle tout bas. Un des policiers arrêta Woolworth d'un geste et lui parla à mi-voix, en jetant des coups d'œil inquiets à la jeune femme assise dans la voiture. Il l'avait reconnue pour l'avoir vue dans Central Park pendant les recherches. « Monsieur, votre fille ne devrait pas être là. Une personne de la famille suffit à identifier la victime. Le garçon était quasiment nu. Le légiste atteste qu'il y a eu viol puis strangulation. »« Oh Seigneur !» gémit Edward. Il avait envie de hurler, de se plier en deux, une nausée lui tordant l'estomac, mais il se ressaisit afin de ne pas se trahir. « Allons-y, » dit-il. « Qu'on en finisse. » Ses efforts avaient échoué. Élisabeth ne fut pas dupe. La secousse nerveuse qui avait ébranlé la silhouette de son père adoptif, son pas saccadé, la renseignèrent mieux que des cris. Elle descendit de l'automobile, avança un peu. Là-bas, on levait la bâche sur un petit corps d'un blanc ivoirien. « Antonin ! Antonin !» Une clameur atroce lui avait échappé. Elle se rua sur les pavés, trébucha, vacilla. Son cœur battait à se rompre. Edward fit demi-tour en courant. Il stoppa sa course folle en la prenant par les épaules. « Ce n'est pas lui, Lisbeth, entends-tu ? Ce n'est pas lui. Tu n'as pas besoin d'approcher. Crois-tu que je pourrais te mentir ? Nous pouvons partir. » Elle avait tellement souffert en quelques minutes qu'elle ne ressentit aucun soulagement réel. Certes, ce n'était pas son fils, pourtant un innocent du même âge gisait sur les pavés, peut-être un des milliers d'orphelins livrés à eux-mêmes dans l'immense cité new-yorkaise. « Qui pleurera ce pauvre petit ?» s'égosilla-t-elle. « Sa mère attend-elle son retour comme je le fais ? Daddy, tout va recommencer alors. Je vais regarder l'heure tourner, sans savoir où est mon enfant, si on le maltraite ou non, s'il est vivant ou mort. Je n'en ai pas la force, vraiment pas. » Elle se libéra de son étreinte pour marcher jusqu'au bord du quai, à une 50aine de mètres de la petite victime. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.